Bonjour. Merci d'être ici cet après-midi. Je vais avoir le plaisir d'animer ce débat qui tourne autour de la question la façon dont les nouvelles technologies vont changer le monde, qui est une question à la fois contemporaine et ô combien d'actualité. Et je vais avoir le plaisir, pour traiter de ce sujet, d'accueillir Daniel Kaplan, qui est l'un des fondateurs de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération, l'un des initiateurs, qui a été quelqu'un de très important dans l'ICANN, qui est un organe de gouvernance très important dans Internet, et qui nous rejoint à l'instant. Ainsi que Michel Maffezoli, sociologue très connu, qui étudie depuis de très nombreuses années la question du nomadisme. Et là encore, Internet est entré depuis déjà quelques années dans une phase de nomadisme et c'est loin d'être terminé. C'est aussi un sujet dont Daniel pourra nous parler. Et puis, last but not least, Dominique Volton, qui a très longuement étudié les rapports entre les médias de masse et les nouveaux médias, et qui va nous en parler également. Alors, je vais relayer des questions d'étudiants qui, comme beaucoup, écrivent très mal, donc qui ne m'en voudront pas si j'écorche leur prénom. Et je vais commencer par une question. Je vais commencer par faire un petit tour de table et demander très rapidement à chacun de nos trois invités ce qu'ils pensent de la façon dont Internet a changé le monde, aussi bien depuis l'arrivée d'Internet comme outil de masse, c'est-à-dire 1 à 2 décennies, que dans l'actualité très contemporaine, où on a vu le rôle qu'a pris Internet dans les différents événements, et notamment le printemps arabe. Dominique, je vais commencer par vous. Sur la façon dont Internet a changé le monde, à la fois ces 2 dernières décennies et sur une actualité plus récente. Alors, un point d'histoire, chaque nouvelle technologie de communication a le sentiment, et est vécue par ceux qui en sont les militants, comme étant ce qui va changer radicalement le monde. Autrement dit, ce que nous vivons aujourd'hui sur Internet, on a vu la même chose à partir du télégraphe 1820. Je le dis parce qu'on a tendance à penser que ce n'est pas important le télégraphe, mais c'est une révolution technologique, sociale, politique considérable. On l'a vu naturellement avec la généralisation de la presse écrite, on l'a vu évidemment avec probablement la plus grande révolution qui était la capacité de transporter le son avec la radio. On l'a vu avec la télévision et on le voit aujourd'hui avec Internet. Donc la première des choses à faire, c'est naturellement de relativiser. C'est-à-dire ce qu'on vit, on considère que c'est fondamental, c'est essentiel, surtout que c'est très médiatisé, encore plus médiatisé aujourd'hui que ce ne le fait pour la radio et la télévision. Donc moi je suis un scientifique, je prends de la distance, ça fait plus d'une trentaine d'années que j'observe ça. Ce qu'on dit sur Internet, on l'a dit déjà sur d'autres technologies avant. Ce qui est important, ce n'est pas la technologie, ce qui est important, ce sont les utopies politiques qui sont associées à Internet. Et ça, le plus important, c'est qu'à chaque technique de communication, parce que c'est ce qui intéresse le plus les hommes, la communication, ça c'est la politique, c'est en fait la relation, comment est-ce qu'on peut faire des choses, comment on peut faire bouger le monde, comment est-ce qu'on peut transformer la société, comment est-ce qu'on peut changer les relations interpersonnelles. Tout ça, ce sont des utopies sociales, politiques, culturelles, parfois religieuses. Ça, c'est fondamental. Et elles s'impliquent sur chaque nouvelle génération de techniques qui apparaît. Et la tragédie humaine est ainsi faite que chaque technique est plus performante que la précédente, donc on est persuadé qu'elle arrivera à changer la société, ce que n'a pas réussi à faire la précédente. Et évidemment, on s'aperçoit 50 à 60 ans ou 80 ans après que là, c'est plus compliqué et que les hommes sont plus compliqués que les techniques. Du coup, il y a une déception, une relativisation à l'égard de la performance technique et on reporte les mêmes espoirs sur la technologie suivante. Donc, c'est le premier point que je veux dire. Il faut relativiser, contextualiser. Je ne parle même pas des inégalités nord-sud qui existent sur cette question-là, mais sur le fait que chaque génération technique suscite, réveille, et c'est même assez fantastique. Sur le télégraphe des années 1820, vous avez quasiment les mêmes discours, naturellement décodés par l'époque, que ce qu'on dit aujourd'hui comme utopie concernant Internet, avec en général le même phénomène. Les jeunes s'emparent des nouvelles technologies de l'époque et considèrent que les vieux n'y comprennent rien et que la société qui va venir sera naturellement meilleure. Donc ce qui est important, c'est l'utopie politique et pas le changement technique. C'est la première chose, j'ai 3 phrases. La deuxième, c'est que dans la communication, le plus compliqué sont les hommes et les sociétés.
Le plus simple est technique. Si vous voulez, nous sommes aujourd'hui 6,5 milliards sur Terre, il y a 5,5 milliards de postes de radio, 4,5 milliards de postes de télévision, plus de 3 milliards de téléphones portables, un peu moins de 2 milliards d'ordinateurs, donc on les a déjà les techniques. On a beaucoup de techniques par rapport à il y a un siècle. Bon, il n'y a pas plus de paix, il n'y a pas plus de coopération, il n'y a pas plus de tolérance, il n'y a pas moins de racisme, il n'y a pas moins de haine, etc., etc. Donc le rêve que nous avons tous, que plus il y aurait d'interactivité, plus il y aurait de multibranchement, plus il y aurait de visibilité du monde. Par exemple, une des grandes idées qu'on avait dans les années 80, c'est de dire, oh là là, le jour où le monde sera transparent grâce à l'arrivée des petites caméras reliées aux ordinateurs, eh bien, ce sera quand même plus possible de faire des massacres et des guerres, parce que le monde entier verra ce qui se passe, et d'une certaine manière, même si l'homme est fou, il deviendra plus sage. Eh bien, on a un plaisir fou à observer les massacres à distance. Et même, on va pouvoir un jour interagir avec les massacres. Donc, c'est-à-dire qu'en définitive, dans ce que nous recherchons tous, c'est-à-dire une utopie pour une nouvelle société, le plus simple, c'est la technique, le plus compliqué, ce sont les hommes et les sociétés. Et naturellement, comme les hommes et les sociétés, c'est compliqué, parce que c'est des religions, parce que ce sont des idéologies, parce que c'est de la politique, parce que c'est pourquoi les hommes se battent, eh bien, on rêve que la technique change l'homme. Hélas, la technique ne change pas l'homme, et c'est pour ça d'ailleurs que Internet a à la fois une vision utopiste depuis sa création, comme l'avait la radio et la télévision avant, et puis naturellement une vision répressive que l'on voit tout autant, mais qu'on observe moins, parce que naturellement, ça nous plaît moins. Et la troisième phrase que je veux dire, c'est que toutes ces technologies, surtout les systèmes d'information comme Internet, leur génie, c'est une capacité de production rapide, de distribution rapide, d'interactivité. Mais ça produit et ça distribue de l'information. Or, nous, les êtres humains, nous ne sommes pas des êtres d'information, nous sommes des êtres de communication. Ce qui nous intéresse dans la vie, ce n'est pas de pouvoir accéder à 100 milliards de données, ce n'est pas de pouvoir en envoyer, en recevoir, c'est qu'à l'occasion de ces données, un, naturellement, on puisse éventuellement avoir un peu plus d'informations, deux, éventuellement accéder à plus de connaissances, et trois, surtout, avoir plus de relations. Les êtres humains sont des êtres de relations, de communication. Donc, dans les deux mots information et communication, le plus simple, c'est l'information parce que c'est le message. Le plus compliqué, c'est la communication parce que c'est la relation. C'est-à-dire, vous, moi, je vous parle, vous écoutez, vous allez répondre, etc. Et la question politique, c'est quand on passe de l'information à la communication, parce que naturellement, c'est extrêmement rare que deux personnes s'entendent, et même si elles s'entendent bien, mais il faut ensuite qu'elles parlent et qu'elles négocient avec deux personnes qui ne s'entendent pas. Et du coup, on passe de l'information à la communication, c'est-à-dire de l'obligation. Et c'est en ça que la communication est un grand concept politique, c'est que communiquer avec quelqu'un d'autre, c'est s'apercevoir que la plupart du temps, on n'est pas d'accord. Même peut-être sauf dans la phase amoureuse, qui dure très peu de temps. Le reste du temps, communiquer, c'est la plupart du temps s'apercevoir qu'on a des intérêts partiels communs, qu'on a de plus en plus de différences. Et le génie de la communication, c'est justement d'arriver à gérer ces différences qui sont plus nombreuses que les ressemblances. Donc la communication, c'est de la négociation. Et ce que font les hommes en permanence pour éviter de se tuer, la guerre étant l'horizon de toutes les sociétés, hélas, et de l'histoire depuis des siècles, c'est d'arriver à essayer de négocier des points de vue contradictoires pour essayer, si je puis dire, de ne pas arriver à l'irrémédiable qu'est la guerre. Donc, ces technologies sont formidables parce qu'elles produisent, elles distribuent, elles permettent une interaction de plus en plus rapide. Autrement dit, la valeur occidentale de la vitesse a gagné. Et nous avons à prendre conscience que pour se comprendre, et nous le savons très bien à l'échelle interpersonnelle, comme dans une entreprise ou comme dans nos relations sociales et politiques a fortiori, il y a une contradiction majeure entre la performance, la vitesse des systèmes d'information et le fait que pour que les hommes se comprennent, se tolèrent, il faut hélas énormément de temps. Et la contradiction est exceptionnelle entre la performance, la vitesse des systèmes d'information qui ont été de plus en plus vite, du télégraphe, si je puis dire, à Internet, en attendant une technologie qui permettra d'aller encore plus vite et d'en stocker encore plus, et le fait que, par ailleurs, le temps de s'apprivoiser, de se tolérer, de ne pas se faire la gueule, de se répondre, de se parler, enfin, observer votre propre vie quotidienne comme la mienne, ou votre vie sociale, voilà. Et donc, ce sont des contradictions comme ça qu'il faut avoir en tête, parce que si nous ne les gérons pas, notamment la plus importante du décalage entre la complexité de la communication humaine et la facilité de la communication technique, et la vitesse de l'information et la lenteur de la communication, si nous ne sommes pas capables de gérer ces contradictions, qui sont contradictoires avec ce que nous recherchons, nous risquons alors d'avoir ce qui serait le paradoxe négatif, un maximum d'informations tournant à un maximum de vitesse dans le monde avec le maximum d'interactivité et un minimum d'intercompréhension et de tolérance. Rien n'interdit de voir que derrière l'idéal de vitesse de communication se profile, hélas, une réalité de l'incommunication. Et c'est pour ça que, depuis de très nombreuses années dans mes écrits, je dis la communication, c'est une question politique. C'est plus important et c'est plus compliqué que l'information, même si c'est le mot information qui est à la mode et que le mot communication est un mot qui est toujours détesté. D'ailleurs, je pense qu'il est détesté à la mesure, l'hypothèse est simple, je pense que nous détestons le mot communication à la mesure de nos propres échecs de la communication humaine.
et nous adorons les systèmes d'information parce qu'eux nous déçoivent moins. Donc du coup, on transfère le désir de communication sur la performance des techniques et on laisse de côté. Mais hélas, nous ne sommes pas des machines techniques. Vous savez bien que nous sommes fondamentalement des machines cognitives affectives. Donc du coup, si nous sommes capables de domestiquer ces outils et de les inscrire dans des utopies politiques, à ce moment-là, ce serait une révolution formidable parce que ça aide quand même. Si nous ne sommes pas capables, eh bien, nous aurons des difficultés. Je prends un exemple d'actualité, ce qu'on appelle le printemps arabe, qui est un événement fondamental. Nous l'avons analysé, nous, les Européens du Nord, essentiellement avec nos catégories. Je prends un exemple simple. On a dit, ils rejoignent la démocratie. Rien à voir entre la démocratie modèle tunisien, marocain, égyptien, un jour libyen et un jour yéménite, etc. Et nos modèles à nous. Mais bon, l'Occident n'a pas vu la différence radicale qui est d'ordre culturel. Et on a dit, mais c'est formidable, ces révolutions sont faites avec Facebook et le Twitter. Non, non. Elles sont faites avec le téléphone portable, parce que ça, il y a un grand équipement. Les taux d'équipement sont plus faibles pour le reste. Mais par contre, elles sont faites par quelque chose que nous n'avons pas vu pendant 30 à 40 ans, qui est essentiellement de la culture, et qui n'a rien à voir avec la technologie, qui est qu'en définitive, ça a maturé dans les têtes. Et qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui a fonctionné là-bas et que nous répétons tous depuis un siècle, qui s'appelle le téléphone arabe. Et le téléphone arabe, c'est naturellement la plus jeune de toutes les technologies, parce que c'est ce génie qu'ont les hommes, dans des dictatures comme dans des démocraties. Voilà, je donne un exemple typique parce que nous venons de le vivre et au lieu de dire, mince, nous ne comprenons rien à ce qui s'est passé en face, nous n'arrêtons pas de le juger avec nos critères. Donc nous sommes là dans une situation d'incommunication culturelle. Bien sûr que les techniques ont joué un rôle, mais bien moins important que si c'est joué. Donc cet exemple du printemps arabe, comme c'est le dernier, et je le dis parce que si nous ne faisons pas l'effort de comprendre que nous ne comprenons pas, nous aurons des difficultés ultérieurement. Voilà, autrement dit, ce n'est pas Internet qui fera la démocratie dans le monde, quoi. Michel Maffezoli, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision à vous de la façon dont Internet change le monde? Je pense que notamment sur le problème de la mobilité, vous avez étudié ça depuis très longtemps, bien avant finalement qu'on ait tous Internet dans notre poche. Et vous avez le mérite d'avoir mis en place une vision des choses qui n'a pas vraiment pris une ride avec l'arrivée de l'iPhone, ce qui est assez exceptionnel pour des intellectuels qui travaillent sur ce sujet depuis... rappelez-moi vos premiers travaux sur la mobilité, sur le nomadisme. C'est vieux, je ne sais plus bien. C'est l'âge. Il y a longtemps. J'avais rendu attentif à deux grandes catégories qui me paraissaient essentielles et dont on voit que, dans le fond, l'actualité est en train de le corroborer. C'est le tribalisme, le retour des tribus, pour moi, et le nomadisme, en effet, ce que vous appelez pudiquement la mobilité. Mais plus que là-dessus, puisque je crois qu'il y aura tout à l'heure des questions sur ce thème du nomadisme, je reviens sur ce qui était le thème de cette table. Les nouvelles technologies changent-elles le monde, hein, c'est bien ça. Pour bien comprendre un changement, moi, je considère qu'il faut toujours... voir en retrait, hein, voir loin en arrière pour voir loin en avant. Or, d'où vient-on? Ce que fut la technologie telle qu'elle s'est élaborée, soyons clairs, des gens comme Thomas Kuhn l'ont bien montré, 18e, 19e siècle, antécédemment avec le 17e siècle, c'était dans le fond quelque chose qui mettait l'accent sur simplement le rationalisme, la raison. Weber, qui est un des grands penseurs de ces temps modernes, dit « rationalisation généralisée de l'existence ». Et on voit comment, dans cette perspective, ce qui fut tout au long du XIXe siècle le grand développement technologique, le mythe du progrès, c'est ce qui participait dans le fond de ce que, puisque j'ai cité Weber, il a pu appeler le désenchantement du monde. Et d'une certaine manière, voilà notre racine. Ce qui est intéressant de voir, c'est que globalement, l'intelligentsia, et là ce serait intéressant d'en discuter d'ailleurs, et ce n'est pas éloigné de ce que vient de dire Dominique Volton, globalement, il y a une espèce de méfiance qui continue, quand je dis intelligentsia, c'est-à-dire universitaire, homme politique, journaliste, qui reste sur cette conception très froide du développement de la technique. Encore, le temps n'est pas lointain où Jean-Paul Sartre montrait en quelque sorte comment il y avait, si je reprends un de ces termes, une sérialisation, un isolement, quelque chose qui, dans le fond, renvoyait au grand isolement de nos sociétés contemporaines. Voilà d'où l'on vient. Il se trouve, c'est un paradoxe, mais des bons esprits, et je pense ici à Goethe, dit que toutes les périodes dans leur état naissant sont paradoxales. Eh bien, il y a un paradoxe, c'est que cette technique qui a désenchanté
qui a réfrigéré le monde, ben, curieusement, participe, moi j'ai proposé de parler d'un réenchantement du monde. C'est-à-dire que c'est la technique qui, d'une certaine manière, les rapports qu'on a avec le téléphone portable, avec le micro-ordinateur et autres moyens de communication interactive, qui recrée, dans le sens simple du terme, du lien. Il y a de la reliance. Voilà mon hypothèse sur le fond, hein, sur ce qu'est ce changement qualitatif qui est en train de s'opérer, je dis bien, et nous avons du mal, dans le sens simple du terme, à l'apprécier, à savoir donner son prix à ce qui émerge là-dessus. Je donne 4 caractéristiques de ce changement et de la difficulté que nous avons à l'apprécier. Premièrement, et ça c'est le vrai problème, on est habitué à considérer toujours le contenu de quelque chose. Ça, c'est notre vieux cerveau reptilien, cartésien, européen. Il faut qu'il y ait du contenu. Or, manifestement, ce qui est en jeu dans le développement technologique, en particulier Internet, Facebook, Second Life, etc., c'est du contenant. On est ensemble. On se touche, fût-ce métaphoriquement. Voilà pour moi la première caractéristique, le vrai changement. D'où la difficulté, puisqu'on est spécialisé pour analyser le contenu. Là, c'est souvent, il y a du contenu zéro, et pourtant, c'est du contenant. Pour moi, la première caractéristique. La seconde, corrélative à celle-ci, ben, c'est que ce que je disais tout à l'heure, cette rationalisation qui a donné des belles choses, ce rationalisme qui a été comme tout de même l'élément important du 18-19e siècle, est en train de laisser la place, c'est un terme intéressant, un mot, un néologisme, mais qui est de plus en plus employé, l'émotionnel. L'émotionnel, c'est que justement, c'est dans le fond le sensible, les sens, les affects sur leurs diverses modulations. Et là encore, j'entendais tout à l'heure chez Volton des éléments de cet ordre. Donc, de la raison à l'émotion. Je préfère dire d'ailleurs émotionnel, parce que l'émotionnel, ce n'est pas une caractéristique psychologique, c'est une ambiance dans laquelle on baigne. Voilà pour moi la deuxième caractéristique, c'est ce qui se passe dans les sites communautaires. On peut gamberger, on peut en avoir peur, peu importe, ils sont là, il faut faire avec. Voilà la deuxième caractéristique. La troisième, qui est pour moi importante, là encore, j'avais écrit ce mot et ce que je viens d'entendre de Volton, je le corrige un tout petit peu. Ce n'est plus justement la recherche de l'utopie à laquelle nous étions habitués, la société parfaite. Demain, on rasera gratis. Et ça, dans le fond, c'était ça, l'utopie. Moi, j'ai proposé un terme, une expression, pardon, pour rendre attentif à ce qui est en jeu sur les nouveaux moyens de communication interactive, c'est les utopies interstitielles. C'est-à-dire, dans le fond, du bricolage, des petits interstices. On ne va pas chercher une société parfaite, mais on va créer des lieux, et les interstices, c'est pas autre chose. Voilà pour moi la troisième caractéristique, le troisième glissement, non plus la recherche comme ça de quelque chose qui serait lointain et de cette société parfaite, mais du bricolage ici et maintenant avec d'autres. En un lieu donné, c'est les interstices. Quatrième élément, et pour moi le plus important, c'est des mots très simples. Dans le fond, ce à quoi nous étions habitués, dans notre manière de penser le monde, dans notre manière de saisir le lien social, ce qui vient, là encore, de notre vieille tradition judéo-chrétienne, c'est la loi du Père. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas, je te tire. C'est la verticalité. Or, qu'on le veuille ou non, ben, c'est la loi des frères qui est en train de prédominer, c'est l'horizontalité. Et c'est ce glissement de topie qui me paraît important, de la verticalité à l'horizontalité, et cela est lourd de conséquences, à mon sens. Et là, moi je le dis d'une manière comme ça, un peu simplette, mais toute une série d'éléments de l'actualité à la vie quotidienne, à l'imaginaire qui est en jeu actuellement, repose sur ce glissement. Le phénomène wiki pour le meilleur et pour le pire en est une expression. Les multiples rébellions qui se manifestent dans les buzz, les rumeurs en sont pour moi des expressions, un savoir collectif. Voilà ce que j'appelle réenchantement du monde. La technique l'avait désenchanté, paradoxalement et curieusement, il y a une forme de réenchantement. J'ai donné ces 4 caractéristiques, on pouvait en trouver bien d'autres, mais pour le dire au travers d'une figure rhétorique, une des revues que j'ai éditées il n'y a pas longtemps aux éditions du CNRS, les cahiers sur l'imaginaire, on a fait notre dernier numéro sur technomagie. Et la technomagie, c'est ça, c'est-à-dire comment cette technique, curieusement, remagifie pour le meilleur et pour le pire. Je dis bien encore une fois, mon propos n'est pas moraliste en la matière, mais pour le meilleur et pour le pire, remagifie ce qu'est cette vie quotidienne. Voilà ma définition, je vais vous la donner. Concernant la postmodernité,
que nous avons du mal en France en particulier, d'abord à repérer, ensuite à penser, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. Synergie, c'est la démultiplication des effets de ces vieilles trucs archaïques. Arché, c'est ce qui est fondamental, le tribalisme, le nomadisme, et qu'il y a une synergie entre cette espèce de pulsion qui me pousse à être avec l'autre et le développement technologique. Voilà pour moi le vrai changement qui est en jeu, là où il y avait en quelque sorte une vraie séparation entre l'être ensemble, c'est ça archaïque, et le développement technologique. Actuellement, il y a une conjonction, voire une synergie. Daniel, tu es toi dans Internet du matin jusqu'au soir. C'est comme ça qu'on a eu l'occasion de se croiser à maintes reprises. Pour toi, qui vois les choses forcément du point de vue de l'Internet, comment est-ce que l'Internet est en train ou est sur le point de changer le monde? Alors, je ne vois pas forcément les choses du point de vue de l'Internet, parce que je ne sais pas ce que serait le point de vue de l'Internet. Ou alors, l'Internet, c'est moi, d'accord. Je suis content. Bon, non. Au fond, il faut quand même partir de quelque chose, et ça, je pense que ça transparaît dans ce qu'ont dit Michel et Dominique, c'est que le monde n'a pas attendu l'Internet pour changer. On est dans une phase où un certain nombre de transformations massives sont en train d'intervenir, et depuis longtemps. Et dans une assez large mesure, ce sont ces transformations qui ont secrété, non pas forcément d'ailleurs l'Internet, parce que l'Internet c'est au départ une histoire d'un petit groupe de chercheurs mais le choix de l'Internet. Alors ces transformations, je ne vais pas vous les apprendre, c'est globalisation, individualisation, une évolution de relation au pouvoir, à l'autorité, c'est l'accélération, c'est la marchandisation, c'est la montée des nouveaux pays, etc. C'est des transformations qui viennent des sociétés, qui viennent des technologies, qui viennent de l'économie. Et au milieu des années 90, pour répondre à un ensemble de besoins qu'on considérait comme objectivement présents, du point de vue des flux d'informations, du point de vue des flux économiques, pour faire du multimédia, etc. Il y avait plusieurs propositions techniques portées par des très grands acteurs et des propositions tout à fait respectables et qui même, terme à terme, au regard de ce que l'on imaginait devoir, de ce qu'on imaginait être les besoins et les usages d'aujourd'hui et de demain, qui pouvaient être comparés de manière assez avantageuse à cette technologie de l'Internet, qui est quand même une technologie plutôt sommaire. Et l'Internet a gagné sans quasiment livrer bataille. A eu un peu de bataille interne, mais au fond, ça n'a pas duré longtemps. La bataille était emportée avant même que la plupart des gens s'aperçoivent qu'elle existait. Et pour moi, c'est le signe que, au fond, cette technologie correspondait à ces transformations-là. Et à nouveau, moi non plus, je ne vais pas assigner un signe à ça. Dans certaines de ces transformations, il y en a que légitimement, les uns et les autres, on peut considérer comme absolument détestables. Et donc, il est vraiment important de considérer qu'il est un catalyseur, l'Internet, et qui peut produire de réactions qui n'ont pas du tout envie de se produire dans la société. Alors ensuite, voilà, c'est une technique, c'est un catalyseur, donc c'est pas un truc neutre, c'est pas « oh, c'est un outil, on en fait ce qu'on veut », etc. Alors, si on essaie ensuite de caractériser quand même quelques transformations qui vont avec ou qui s'appuient particulièrement sur l'Internet, alors, il faut d'abord commencer quand même par les transformations sur l'Internet et la mise en réseau généralisée, on va le dire comme ça. Il faut d'abord parler de transformations économiques. Il y a d'abord des transformations économiques dans la mondialisation des flux, dans l'accélération des flux, dans l'accélération des cycles d'innovation, de production, dans la dématérialisation d'un certain nombre de choses. Ici, ce n'est pas le cas, mais assez souvent, quand je vais en région, je fais des conférences dans des bourses de commerce, évidemment, parce qu'elles sont vides, parce qu'il n'y a plus besoin de gens qui se gueulent dessus, parce que tous ces flux se sont dématérialisés, au point, évidemment, que même les flux de matière se sont dématérialisés, et donc éventuellement, on peut spéculer sur des matières premières, comme on le fait aujourd'hui, à des points sans précédent. Ça, c'est une première caractéristique. Donc, une vraie transformation, mondialisation, accélération des flux économiques et des cycles d'innovation.
Le deuxième point que je vais citer, parce que je pense qu'on va le retrouver plusieurs fois, là où j'ai du mal à rejoindre au fond Dominique, c'est parce que, plutôt, je le rejoins et ensuite je m'en éloigne un peu plus. Je le rejoins en disant que l'imaginaire, y compris commercial, quand on va aller vendre des technologies à quelqu'un à qui on demande d'investir, est un imaginaire autour de l'information, autour de l'efficience, autour de la productivité, etc. Et c'est toujours comme ça qu'effectivement on essaie de les vendre aux sociétés et de les vendre aux acheteurs. On ne va pas leur dire je vais vous vendre un truc qui fait que votre organisation, votre société, etc., est beaucoup plus bordélique qu'avant. C'est difficile. Mais ensuite, quand je rencontre des informaticiens, je leur dis alors maintenant vos sociétés, vos entreprises informatisées, très informatisées, vos marchés informatisés depuis 20 ans, 30 ans, en connexion, en réseau, ils sont donc beaucoup plus simples à gérer aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ouais, bon, pas vraiment quand même. Si, non, mais donc forcément, vous gérez avec une anticipation beaucoup plus grande, hein, puisque vous avez tout... non, c'est plutôt le contraire. D'accord. Alors, ça veut dire qu'effectivement, l'imaginaire, il est de ce côté-là, et que la pratique, elle est assez largement du côté inverse, ou en tout cas, elle est dans une tension assumée, durable, permanente, entre cet ordre et ce désordre. Et la pratique, l'appropriation par les individus de ces moyens, elle est bien en permanence de fait de l'ordre de la communication. À la communication interpersonnelle, de la communication petite, de celle qui éventuellement ne dit rien d'autre que le fait de communiquer, mais elle est là. Et ce qui tire ces marchés, ce qui tire ces pratiques, c'est en permanence ces petits échanges entre des individus. Alors, est-ce que ça produit de la grande compréhension entre les êtres ? Non, évidemment, ça n'est pas magique et c'est politique, et là, Dominique a raison. Mais c'est vraiment important d'avoir cet élément-là en tête. L'ensemble de ces techniques-là, mais c'est vrai du téléphone aussi, hein, évidemment, et c'était vrai du Minitel, c'est vrai... Bon. L'ensemble de ces techniques est d'abord tiré par les communications entre les personnes qui ensuite entraînent les choses. En revanche, l'imaginaire et le discours politique vont nous parler de société de l'information, de société de la connaissance, etc. Ils n'ont pas forcément tort d'un point de vue normatif, c'est-à-dire c'est peut-être ça qu'on voudrait essayer de faire en sorte de construire, pourquoi pas, mais en tout cas, ça n'est pas ça qui est le moteur de cette appropriation. Et du coup, pour moi, comme ceci a plutôt bien marché, l'une des grandes transformations, c'est ce que moi j'appelle le monde bavard. Un monde dans lequel les communications se sont effectivement horizontalisées à un point qu'effectivement c'est beaucoup plus... Auparavant, on communiquait au niveau mondial, mais on avait tendance à communiquer un peu sous couvert, c'est-à-dire une pyramide communiquait avec une autre pyramide, en général par sa tête ou par ses médias. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça se passe, ou en tout cas, on fait partie de tellement de pyramides qu'on ne sait plus très bien laquelle communique avec laquelle, que tout est avis, que tout est opinion, qu'il n'y a plus d'autorité, de référent évident, en tout cas, que chacun a besoin de se qualifier en permanence comme un référent possible parmi les autres. Et c'est une assez grande transformation. Alors, je vais le dire comme ça, c'est une transformation des outils pour transformer le monde. Et là où je rejoins complètement ce qu'a dit Dominique, c'est qu'en soi, ça ne transforme pas le monde tout seul. Ça, c'est clair. Mais c'est une transformation des manières dont on peut essayer de le faire. Alors là où c'est complexe, c'est qu'en effet, nous manquons face à cela aujourd'hui d'un certain nombre de capacités de l'appréhender. Nous manquons d'une écologie, nous manquons d'une politique et nous manquons d'une certaine manière d'imaginaire, un peu d'ensemble. En particulier, si vous regardez l'imaginaire du numérique, il est coincé depuis des années dans cette opposition totalement stérile entre virtuel et réel, qui nous vient de la littérature, hein, de la science-fiction au départ, qui était plutôt un truc présenté comme excitant, rigolo. Voilà. Alors il y a un monde virtuel qui est en apesanteur, qui est beaucoup plus plastique, dans lequel rien n'a finalement de conséquences irrémédiables, dans lequel, en effet, toutes les pesanteurs de l'histoire ont disparu. Il y a eu une déclaration d'indépendance du cyberespace au milieu des années 90, qui est un texte intéressant, y compris par le fait qu'il n'est pas si intéressant que ça. Mais c'est intéressant sous cette forme.
Et du coup, dans cette fiction-là, les moments où ça va pas, c'est les moments où justement le brouillage se fait. C'est-à-dire si vous vous souvenez de Matrix, dès que la séparation entre le virtuel et le réel n'est plus assurée, alors là, ça va plus du tout. Donc en fait, elle n'a jamais existé, cette séparation. Et si vous avez des parents d'ados, si vous êtes des parents d'ados ou si vous êtes des ados, vous avez dit, ou on vous a dit, le jour où vous êtes rentré, vous avez ouvert MSN ou Facebook, mais attends, tu viens de les quitter il y a 10 minutes. C'est ça, l'absence de séparation du réel et du virtuel. Ça n'a jamais existé. Les échanges qui se passent en ligne, les échanges économiques, les échanges individuels, sont des échanges entre des personnes, sont des échanges qui vont porter sur de l'argent, sur des biens, sur de l'information, qui vont produire des effets, qui vont produire des mouvements, qui sont produits par des effets, des mouvements, par des proximités. Mais ça, on n'a pas encore aujourd'hui le récit de cela, et nous sommes coincés par cette espèce d'opposition. Nous avons une vraie difficulté à concevoir une écologie de l'ensemble des moyens de communication que nous avons, puisqu'ils s'ajoutent les uns aux autres, et que donc chacun organisons notre petit truc. Les entreprises, les organisations essayent de le faire à leur tour pour pouvoir peut-être retrouver un certain degré de maîtrise du temps, des interruptions, de la joignabilité, etc. Mais c'est difficile, c'est dans la souffrance, et il y a probablement toute une série aujourd'hui de méthodes, de règles, d'outils qui nous manquent de ce point de vue-là. Et il nous manque probablement un élément de politique. Je vais terminer par ça. Comme toute technique, celle-ci a entre autres comme caractéristique de redistribuer du pouvoir. Je n'ai pas dit de redistribuer le pouvoir forcément à la base, mais néanmoins, elle a cette caractéristique de pouvoir distribuer assez largement, disons, de la connaissance et de la capacité d'action, et de la capacité d'action même collective entre des individus qui se connaissent, ne se connaissent pas, etc. C'est pas si facile, et je pense que je ne sais pas si Fabrice aura le temps de nous parler du rôle qu'il a joué, et en tout cas de ce qu'il a vu et fait en lien avec les révolutions arabes. Mais ça nous dit aussi qu'il y a une technicité, qu'il y a des apprentissages autour de cela, et une politique délibérée de la montée en capacité est quelque chose qu'aujourd'hui on ne sait pas faire, y compris parce qu'évidemment ça dépossède un petit peu les formes politiques habituelles. Alors je vais me permettre de compiler deux questions de notre panel qui sont celles de Pavos, c'est ça ? Panos, pardon, et de Karine, qui tournent autour de la redéfinition du rapport diplomatique à l'international à la suite du dernier coup de Wikileaks, mais qui, faut-il le rappeler, n'est qu'un coup parmi un bon millier, de la mise à disposition du public d'une toute petite quantité de câbles diplomatiques, avec l'énorme fatras que ça a entraîné, à la fois médiatique et légèrement diplomatique. Lequel d'entre vous veut commencer là-dessus ? Dominique ? Le monde, enfin la paix, parce que c'est quand même ça l'enjeu de la diplomatie, c'est la paix et la guerre. Ne jamais l'oublier, c'est pas parce que nous sommes dans des tout petits coins du monde où il n'y a pas de paix, pas de guerre directement chez nous qu'il n'y en a pas ailleurs. Le rôle de la diplomatie, depuis qu'il y a des hommes sur Terre, c'est d'éviter la guerre, de négocier, d'en sortir, enfin de ce boulot extrêmement lent, patient, jamais admiré, mais admirable, qui consiste à ce que les uns et les autres ne perdent pas la face, que les vanités ne l'emportent pas, etc., etc. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, on s'est quand même tapé 3 guerres après la dépêche d'Ems de 1870, et ça concerne l'Europe. Et c'était franchement beaucoup de vanité entre les Prussiens et nous. Il ne faut pas grand-chose, et on s'est tapé 70, 14, 39, 45. Bien sûr, il n'y a pas de la causalité directe, mais il y en a comme ça constamment. Donc, là où il y a un hiatus structurel, c'est que Wikileaks ou tous les systèmes d'information jouent sur la vitesse. Or, le monde ne vit pas, ne se transforme pas à la vitesse des systèmes d'information. Et c'est ça probablement le principal problème culturel et politique qui est devant nous. Vous et moi, nous ne vivons pas à la vitesse des systèmes d'information. Pour l'instant, il n'y a pas tellement de grèves, mais je pense que c'est une des premières grèves mondiales. Ce sera contre j'ai un trou de mémoire à la seconde, ce qu'on reçoit tous les jours par milliers, là, qui est formidable, ça s'appelle des mails.
C'est-à-dire que ce qui est une conquête extraordinaire, enfin, le fax faisait quand même des choses qui n'étaient pas catastrophiques, mais enfin, ça fait vieux, ça fait ringard. Le mail, c'est la vitesse de l'information, c'est l'interactivité. Je t'envoie, tu me réponds. On est quand même ravis quand on a ça à 25 ans. À 50 ans, on en crève. Donc la vitesse de l'information, au bout d'un moment, sature tout. Et nous ne pensons pas, nous ne créons pas, nous n'agissons pas au rythme de l'information. Et donc ce qui se joue dans notre expérience professionnelle, et même dans les rapports interpersonnels quand ça va mal et qu'on bombarde l'autre de messages, mais il ne répond pas à la vitesse de l'émission des messages. Donc pour la diplomatie, c'est un vrai problème. Donc quand on m'a dit le code culturel, toute activité humaine a un code, les relations interpersonnelles, l'économie, la politique. Pour l'économie, c'est bon, mais c'est bon pour la spéculation. Moi, je ne comprends pas personnellement que l'effondrement du système capitaliste financier en octobre 2008 n'ait pas ouvert une réflexion critique sur jusqu'où est-ce que les systèmes d'information sont utiles à la mondialisation et à partir de quand ils en sont une catastrophe. Or, cette spéculation financière qui a explosé en 2008, après s'être nourrie depuis quasiment 7-8 ans, elle n'a jamais pu exister que parce que nous avons ces systèmes techniques. Et c'est la même chose avec Internet. On ne veut jamais voir les aspects négatifs, on veut voir que les aspects positifs. Donc c'est ça qui m'intéresse. Or, quand même, la crise économique et financière mondiale, elle est grave. On n'a pas fini de la payer. Je prends l'économie parce que l'économie, c'est soi-disant là-dessus sur lequel il y avait de la rationalité. La diplomatie, moi personnellement, j'ai une position, je me suis violemment opposé à plusieurs journalistes qui considèrent que c'est un progrès Wikileaks. Ce n'est pas un progrès de l'information. Alors je dis deux choses de vitesse. Si je prends n'importe quelle rédaction du Monde, du journal, pas du journal du Monde, radio, télévision, Internet, et que je balançais des informations sur les haines entre les conflits, les rapports de force, les concentrations, les vidages, enfin vous voyez comment ça marche, le monde de l'information, pas plus qu'ailleurs, ils ne supporteraient pas plus. Donc quand on m'a dit pourquoi se transforment-ils à un moment les journalistes en justiciers du reste du monde alors qu'ils ne supporteraient pas une seconde qu'on fasse la même chose sur leur propre univers professionnel. Ça, c'est une donnée importante à dire aux gens. Est-ce que vous accepteriez qu'on fasse ça sur vous? Deuxièmement, construire de l'information, parce que l'information, c'est toujours une donnée construite, c'est jamais naturel, c'est le produit d'un homme, c'est ça que c'est une grande chose, l'information. Je parle de l'information politique, là, celle des journaux. Je ne crois pas que ça consiste systématiquement à voler. On peut voler des fois. Mais bon, donc par conséquent, dire c'est un progrès pour la démocratie que d'avoir volé les télégrammes et de les avoir rendus sur la place publique sans avoir la grammaire pour les comprendre, parce que naturellement, comprendre des télégrammes envoyés au Foreign Office ou chez nous ou ailleurs, ça suppose d'avoir la culture des relations internationales, la culture des postes, et la culture diplomatique est une culture professionnelle, comme la culture médicale, comme la culture politique, comme la culture journalistique, comme la culture religieuse, comme la culture artistique, comme la culture militaire. Donc au bout d'un moment, rendre public des informations sur un secteur X, si on n'a pas les clés pour essayer de comprendre le code culturel, scientifique, politique, religieux, militaire, je répète, ça risque de faire plus d'inconvénients que d'avantages. J'ajoute que les révélations, comme toujours, elles ne sont pas exceptionnelles, mais ce n'est pas le problème qu'elles soient fortes ou pas, les révélations. La question qui se pose, c'est jusqu'où est-ce que le vol ou l'absolue circulation d'informations est considérée comme un progrès, à partir de quand est-ce que c'est antinomique avec les propres valeurs que ça poursuit. Et Wikileaks, c'est un bon exemple. Les médias considèrent partout dans le monde que c'est un progrès. Moi, je pense que c'est très douteux. Et le fait que c'était repris par 5 journaux qui sont tous des journaux du Nord, laissons tomber la fracture nord-sud, mais ne l'oublions pas quand même. Des journaux du Nord à vocation dite élitiste, ça pose problème à leur argumentation. Et nous, on a fait notre travail de journaliste, on a organisé l'information. Ce à quoi je réponds aux journaux, encore heureux que vous fassiez votre travail de journaliste, qui est d'organiser l'information. Mais la question n'est pas qu'on ait organisé l'information concernant la révélation d'un certain nombre de télégrammes. C'est qu'est-ce que ça veut dire que des journalistes considèrent que de voler des informations sur un système bien particulier qui s'appelle les relations internationales, donc la chose la plus compliquée au monde. La science à côté des relations internationales, c'est beaucoup plus simple. C'est le plus compliqué de tout sur Terre, c'est la diplomatie. Parce que ça consiste justement à faire cohabiter des cultures, des systèmes politiques, des religions, des idéologies qui n'ont aucun point commun et qui n'ont qu'une envie, c'est de taper dessus. La diplomatie, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus compliqué. C'est pour ça que c'est lent, c'est pour ça qu'il y a des codes et compagnie. Donc moi, la question qui m'intéresse, c'est que veut dire cette idéologie qui s'imagine que de répandre ou de voler ou de redistribuer à n'importe quelle condition des informations sur n'importe quel secteur. Là, c'est la diplomatie, demain, ça peut être la science, après, ça peut être la religion, après, ça peut être l'art, etc., ne pose pas de problème. Ça pose un problème. Si on n'a pas les cadres culturels, les cadres de connaissances, l'émancipation par le vol ou par la distribution d'informations. Quand on m'a dit ce qui m'intéresse, moi, dans la révolution de l'information, c'est qu'elle repose toutes les questions d'une société et a fortiori dans le cadre de la mondialisation, c'est-à-dire à quelles conditions on fabrique une information, comment on la distribue, par rapport à qui elle se situe, quels sont les objectifs, quels sont les adversaires. Et hélas, il faut rendre tout ça clair pour que le récepteur, c'est-à-dire vous et moi,
celui qui est de Nouvelle-Zélande à New York en passant par l'Afrique du Sud va récupérer ces informations, soit capable à peu près de comprendre de quoi il est question, de les contextualiser, et que cette machine à production de l'information ne soit pas finalement au bout d'un moment une immense machine à production de fantasmes, de rumeurs et de paranoïa. Parce que ce qui se passe dans une chose complètement imprévue il y a 30 ans, je finis sur deux choses qui me fascinent comme question théorique. On pensait qu'il y aurait plus il y aurait de tuyaux, plus il y aurait de diversité de représentation sur le monde. Il y a beaucoup plus de tuyaux qu'il y a 60 ans. La vision du monde n'est pas plus élargie. Autrement dit, le nombre de tuyaux, le nombre de journalistes, le nombre d'acteurs de la communication, alors qu'on aurait pensé que ça aurait élargi, aboutit en fait à un phénomène de rationalisation. Donc c'est une légère contradiction avec ce qu'on pensait. La deuxième chose, dans le schéma démocratique pour lequel tout le monde se bat depuis le XVIIIe siècle, on considère que l'information est la condition de l'action et qu'il ne peut pas y avoir d'action rationnelle ou d'action démocratique si jamais on n'a pas les informations les plus... On s'aperçoit que ça ne suffit pas. Et puis troisième objection auquel on ne pouvait pas penser, c'est qu'on s'est battu pendant 2 siècles à peu près pour qu'il n'y ait pas de décalage entre la production de l'information et la réception de l'information, c'est-à-dire entre le journaliste et vous et moi. Parce que naturellement, entre les deux, intervenus tous les pouvoirs de pression, de manipulation, etc. On a quasiment de l'information en direct. Et on comprend moins. C'est-à-dire qu'on réalise que l'information en direct ne nous donne pas les éléments, ni le contexte, ni le retour en arrière dont parlait Michel Maffei-Solly tout à l'heure. C'est-à-dire que ce dont on a rêvé à juste titre, être online, une société online, des hommes... Eh bien non, ils ne comprennent pas mieux. Et autrement dit, on est obligé de faire machine arrière, de réintroduire de la durée, donc de la connaissance, donc de l'épaisseur, donc de la lenteur, pour être capable, sinon l'individu est bombardé. Et je prends un exemple sur les printemps arabes qui m'intéresse pour l'avenir. J'ai fait un livre sur la première guerre du Golfe, où pour la première guerre du Golfe, c'était la première fois qu'on avait de l'information en direct. J'ai appelé ça Wargame parce que le monde entier était ravi de voir les fusées, souvenez-vous. Pas la deuxième, la première. Et à ce moment-là, j'ai vu que finalement, nous allions avoir une capacité technique fantastique, qui naturellement n'a cessé de progresser depuis, qui fait qu'on peut être spectateur du monde. Je laisse tomber le côté voyeur, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous et moi, on croit à l'information, parce qu'on croit quand même à la politique, parce qu'on croit à la paix et à la guerre, parce qu'on sait que c'est dangereux. Donc plus il y a des chaînes d'information, plus on est quand même demandeur, et on regarde, et quand on a fini avec les chaînes d'information, on va sur Internet, etc. Et le décalage qui se produit, dont personne n'est responsable, est le suivant, c'est que vous et moi, on a l'habitude d'un rythme tous les quarts d'heure maintenant, on pianote. Pour les chaînes d'information, on regarde toutes les demi-heures. Et naturellement, le monde ne va pas à la vitesse de notre curiosité. Et quand il s'agit de situations tragiques, comme par exemple en Libye, ou de situations difficiles comme en Tunisie, ou ce qui se passe au Yémen, ça traîne. En gros, nous, notre attention politique, elle dure 15 jours, hein, max. Après, on passe à autre chose. Parce qu'on en a marre, on est usé, on a vu. Mais le monde ne change pas la vitesse de notre intérêt, ni de la capacité technique. Et si je puis dire, une fois que l'événement est terminé, prenons le cas de la Tunisie, qui est le plus optimiste pour l'instant, quoi qu'ils vont partir dans un système très compliqué parce qu'ils vont faire une constituante. Donc ça veut dire que le temps politique va récupérer tout le temps politique de la révolution. On a ces systèmes d'information. Vous et moi, on veut savoir ce qui se passe d'important dans les quarts d'heure. Et quand on n'apprend rien, on dit mais merde, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et alors, la machine à la paranoïa démarre. Et la machine à la paranoïa, c'est cette question, je finis mal dessus. On est fous, les êtres humains. Plus on a d'informations publiques accessibles, ce qui est quand même 3 siècles de bataille, plus on nous dit putain, s'ils nous disent ça, c'est qu'ils nous mentent sur l'essentiel. C'est-à-dire que plus on a d'informations qui nous rassurent sur ce qui se passe à l'instant T, plus notre paranoïa fonctionne. On dit, putain, si ces cons-là nous disent ça, c'est qu'ils nous en planquent encore plus. Et donc, dans la question de la source d'information, la question qu'on va avoir à traiter, mais qui était imprévisible il y a 30 ans, c'est qu'on va passer au moins autant de temps à démêler, je ne parle même pas des mails et des remêles, hein, mais à démêler les rumeurs, des informations, des propagandes, et tout simplement de la folie humaine. Ah putain, s'ils disent ça, mais c'est que les secrets doivent être encore plus nombreux. Et donc ça ne rassure pas l'homme, ça lui prouve que naturellement c'est pourri de dirigeants qui sont toujours ailleurs et toujours des pourris. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez des paranoïaques qui se lèvent et disent « moi je vais vous dire la vérité ». Et à ce moment-là, il y a des articles qui sortent encore plus sur Internet, sur Facebook, Internet étant un fantastique magasin à rumeurs. En définitive, on ne vous a pas dit ça, mais on va vous le dire parce que nous on a des copains qui sont planqués derrière à Riyad là et qui ont vu la bagnole des États-Unis rentrer dans l'ambassade à Riyad. Et je peux vous dire qu'à partir de ça, on peut vous dire ça. Et du coup, on va s'apercevoir que ce monceau d'informations non filtrées par des codes idéologiques et des codes culturels ou des codes professionnels risque d'avoir, et ce qui serait la pire des tragédies, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire de l'humanité, qui serait que l'information qui est la base de la démocratie, au bout d'un moment, par son volume, par sa performance, par sa technicité, par son horizontalité, aboutissent non pas à rendre le monde plus compréhensible, mais le monde encore plus accessible à l'ensemble des visions paranoïaques qui sont quand même un des grands dangers dans la démocratie.
Et l'histoire du printemps arabe, c'est typique. Notre attention n'est plus branchée de la même manière sur l'ensemble des pays. Et finalement, on voudrait bien qu'à Bahreïn et qu'en Jordanie, il y ait une solution. Et en tout cas, dans 2 mois, nous, c'est l'été. Et c'est normal. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand tous les jours, ça chauffe et qu'il y a des frappes aériennes, c'était typique dans la deuxième guerre, dans la guerre d'Irak, c'est bon, alors ça avance ou ça avance pas? Et prenez le cas du Japon. Il se trouve que j'étais en Corée au moment grave. Qu'est-ce qu'on disait dans les médias coréens? Puis on attend, on ne sait pas, on verra. Qu'est-ce qu'on disait sur les médias occidentaux, de la BBC à New York? Mais putain, mais ils mentent tous. Mais le gouvernement ment. Mais tout le monde ment. Mais puisqu'on ne sait rien, ce qu'ils mentent. Et on est 1 mois après, on n'a toujours pas à savoir la part des choses entre le mensonge, la bêtise, la peur, la panique, la difficulté. Je disais un papier, je ne sais pas où, mais le pays des robots, on est réduit à avoir le pays des robots, on est réduit à avoir pas suffisamment de combinaisons pour aller s'occuper des 4. Et oui, alors, history as usual. C'est-à-dire que vous pouvez être le pays des robots et face à une immense catastrophe comme ça, avoir les réactions humaines qui sont toujours les mêmes, et ça ne change pas. Mais nous, de notre côté, de nos récepteurs angoissés que nous sommes par le nucléaire, on dit putain, mais s'ils nous disent rien, c'est qu'ils mentent tous. Et on est parti avec une information publique dans une logique évidemment de soupçon. Et encore, le nucléaire est loin pour nous. Mais s'il était prêt, il est loin là quand même. Enfin, nos épinards ne sont pas menacés directement. Parce que depuis Tchernobyl, on sait qu'on a des frontières mobiles. Hein. Donc, alors pour finir, pardon. Donc qu'on emmerde les diplomates, qu'on les critique, oui. Que les journalistes fassent leur boulot d'obliger les diplomates à sortir de la langue de bois, oui, tout ça c'est fondamental. Mais de grâce, ne pas avoir l'idée que si on nous diffuse instantanément 3 ans de diplomates de télégrammes entre la Chine et peu importe le pays, et encore en plus les États-Unis, c'est pas la pire des dictatures. Hein. On aurait fait ça sur la Chine, ce serait intéressant de comprendre ce serait intéressant non pas de comprendre la diplomatie chinoise, mais de comprendre les codes culturels qui animent des postes. Mais si je peux dire, les Occidentaux, on a dans le monde, c'est nous qui sommes le plus visibles. Je dis pas qu'on a raison, mais on comprend nos codes. On ne comprend pas les codes indiens, on ne comprend pas les codes arabes, on ne comprend pas les codes chinois. Et du coup, bon, mais même, on ne peut pas violer tout au nom de la liberté de l'information. Voilà. Michel, sur la redéfinition du rapport diplomatique mondial à l'heure de la transparence. Il y a combien de questions? 50. Il faut donner la parole. Il y en a jusqu'à 16h. On fera 16h, donc il reste peu de temps. Hein. Oui. Ouais. Bon, donc brièvement, je serai bref, hein, comme l'on dit quand justement on va faire de la purée. Non, moi je vais rester sur mon idée obsédante. Hein, quels sont les changements qui s'opèrent, et en particulier, sur ce point particulier, la diplomatie. Il y a un désaccord actuellement entre la société officielle, dont la diplomatie est un aspect, et la société officieuse, les rumeurs sur Internet. Et là, je crois qu'il faut justement voir en quelque sorte le vrai décalage. Et dans le fond, cela montre bien que ces grandes institutions qui se sont élaborées au XIXe siècle, la diplomatie en est une, ne servent plus à rien. On l'a bien vu pour ce qui s'est passé, pour ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe, où tous nos postes, pour ce qui concerne la France, n'ont été incapables d'informer véritablement et le gouvernement et le pouvoir de ce qui était en jeu. Vous, si j'ai bien compris, vous en savez quelque chose là-dessus. Hein. Donc de ce point de vue, voilà, il y a ce vrai décalage. Premièrement. Deuxièmement, en 3 points toujours. Hein. Deuxièmement, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Un paradigme, si on reprend cette expression, peut cesser. Le paradigme de ce qui étaient les représentations institutionnelles, c'est un paradigme qui est en train de laisser la place à autre chose. Troisièmement, moi je considère que nous rentrons dans une perspective beaucoup plus anarchisante, voire l'anarchie. Et je rappelle la définition d'Élisée Reclus de l'anarchie, c'est l'ordre sans l'État. C'est-à-dire quelque chose qui fait qu'il peut y avoir un ordonnancement qui s'élabore dans la société officieuse sans qu'il y ait des instances qui canalisent en quelque sorte cet ordonnancement. Et moi je crois que ce qui est en question dans l'exemple précis de la diplomatie, on va le voir dans des quantités d'autres institutions. Ce qui était l'instance surplombante est en train de laisser la place à autre chose qui vient du bas, et on ne sait pas ce que va être ce qui vient du bas. En tout cas, pour ma part, je considère que c'est plutôt porteur d'espoir. Daniel ? Je vais vous mettre à l'aise pour... Moi, quand je suis à l'opéra, il y a une chose que je déteste absolument, c'est quand les gens applaudissent à la fin de chaque chanson. Je pense on n'est pas... Enfin, je pense aucun d'entre nous ici sommes au spectacle, donc
on gagnera du temps. Voilà. Fallait bien quand même, merci. Bon, je trouve que Dominique se laisse emporter par sa conviction et sa force de conviction jusqu'à un moment où on se demande s'il n'est pas pris du syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on finit par naturaliser les contraintes que nous vivons. Est-ce qu'on a complètement tort de considérer avec un peu de soupçon les informations qui nous viennent de l'industrie nucléaire, par exemple? Je ne sais pas. Moi, je veux bien qu'à ce moment-là, il faut les pondérer, etc. Sauf que quand on les pondère, etc., que ça doit passer par des professionnels, en fait, il n'y a pas d'information. Est-ce qu'on a complètement tort de considérer que les jeux habituels de la diplomatie, française et des autres, n'étaient pas précisément des jeux qui avaient envie de voir quoi que ce soit changer de l'autre côté de la Méditerranée, et que donc elles s'accommodaient aussi de ce type d'opacité. Donc, et quand on en arrive jusqu'à l'argument en disant « ça a été volé, donc c'est mal », on dit « attends, tu ne peux pas le croire. Tu ne peux pas penser ça sérieusement sous cette forme-là. » Alors qu'ensuite, évidemment... J'ai eu un débat avec Jean-François Kahn, qui n'est pas le pire des journalistes français, qui m'a dit... Et ensuite, il m'a traité de stalinien, naturellement, parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Ce que je n'ai pas fait, hein. Je n'ai pas fait. Non, pas encore. Pas encore. Mais il m'a dit, de toute façon, il n'y a d'informations que volées. Ben, je dis, on ne peut pas dire ça. Parce que par définition, une bonne partie des informations sont volées quand on ne peut pas faire autrement. Mais comment est-ce qu'on peut déontologiquement défendre le principe de la liberté d'information comme constitutif de l'espace démocratique, ce qui est quand même ce qu'elle est, en disant qu'il n'y a d'informations volées? Elle est construite, elle consiste à faire mentir les mensonges, mais elle ne consiste pas systématiquement à être volée. Dans des cas extrêmes, bien sûr, mais on ne peut pas mettre comme paradigme de l'information dans le monde mondialisé que toute bonne information, parce qu'il est développé derrière, toute information vraie est une information volée. Oui, mais... Ça développe des paranoïas dans tous les matins. Là où tu te fais emporter, c'est que ce n'est pas ce que j'ai dit non plus. Je ne suis pas Jean-François Kahn. Non. Je n'ai pas mes lunettes. Non, plus sérieusement, parce que je crois que, à nouveau, il faut quand même qu'on fasse attention à ce qu'on dit là-dessus. Bien sûr, on a une question massive qui est comment est-ce que l'on produit de la compréhension d'ensemble, des représentations collectives, de la compréhension mutuelle, dans un monde dans lequel non seulement l'information circule plus rapidement, plus vite, ce qui en effet n'est pas magiquement positif, et dans lequel en plus les avis, les contre-avis, les interprétations, etc. circulent également beaucoup plus nombreux, beaucoup plus vite. C'est une vraie difficulté à laquelle des gens s'attellent d'ailleurs aujourd'hui de toute une série de manières. Nous, on vient de rendre... A priori, en principe, ça n'aurait rien à voir, sauf que un travail assez lourd sur le thème de la confiance. Et on a regardé un certain nombre d'endroits, parce que dans l'espèce de réification comme ça des pouvoirs auxquels on peut arriver à force de dire que Wikileaks c'est mal, et par plein de côtés Wikileaks me gêne beaucoup. On peut dire alors oui, et puis donc tous ces pouvoirs, toutes ces cultures, il y a une culture médicale, etc. Mais cette culture médicale c'est pareil. On a quand même pas mal de gens qui souffrent un peu de la culture médicale d'aujourd'hui, vécue comme un pouvoir, etc. Il ne faut pas critiquer les pouvoirs. Et donc mais l'une des manières de les critiquer et l'une des manières de reconstituer des choses se fait aujourd'hui par l'échange et la circulation de grands nombres d'informations. Et l'une des questions qui est posée en recherche, qui est posée dans les pratiques et qui se pose concrètement aujourd'hui, par exemple dans les forums de patients, c'est comment est-ce que l'on arrive peut-être progressivement, sous quelles limites, avec quelles difficultés, avec quelle médiation, à reconstituer de la compréhension là-dessus. Par exemple, ces forums de patients. Il y a des chercheurs qui l'ont travaillé. A priori, les forums de patients, c'est une catastrophe. Les gens vont se raconter n'importe quoi. Ils vont plus croire leurs médecins. Ils vont passer à l'automédication, etc. Sauf que les gens qui regardent... Et c'était une évidence pour tout le monde que c'était ça, jusqu'à ce que les gens commencent à regarder ce qu'il s'y passait. Et s'apercevoir que pas tant que ça. Voire vraiment très peu. Que par contre, de ces forums émergeait aussi toute une série de connaissances, par exemple sur des fameuses maladies orphelines, sur des endroits sur lesquels il n'y a pas beaucoup de recherche, etc., qu'émergeait de la réelle connaissance, qu'émergeait une autre forme de dialogue avec un professionnel qui n'est pas sorti du circuit, en tout cas s'il a envie d'y rester, qu'est le médecin. Et c'est ça qui est en train de s'apprendre aujourd'hui.
Et moi, j'ai peur que, du coup, à réifier un petit peu en disant « Ah oui, mais finalement, dès que ça commence à sortir, c'est du vol, c'est du machin, on ne prend plus le temps, etc. » J'ai peur qu'on s'interdise de regarder la manière dont on essaye de vivre avec ce fait que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, cette information, elle est là, elle circule. Alors, et dans les manières de le vivre, il y a évidemment le fait de vivre aussi avec la désinformation. Moi, l'une de mes gênes vis-à-vis de Wikileaks, c'est pas seulement le fait que ce soit sorti, c'est le fait que, évidemment, la question à laquelle on ne sait pas répondre, c'est pourquoi cela, pourquoi maintenant, pourquoi un certain nombre de pays, finalement, les trouvaient pas si mal, ces câbles-là, etc. Et donc, évidemment, il y a tous ces apprentissages-là qui sont à faire. Juste pour terminer, il me semble que, en réalité, si on essaye aussi de regarder un peu, de remonter un petit peu plus haut et de regarder l'impact de ce qui se passe en ligne, sur l'Internet, sur la relation internationale, personnellement, je pense que ce n'est pas Wikileaks qui est aujourd'hui le phénomène le plus important. Et qu'au fond, sans surestimer, sans du tout penser que les révolutions arabes sont des révolutions Facebook. Parce qu'à la fin, c'est quand même des gens qui tirent ou qui ne tirent pas, c'est des gens qui sortent dans la rue ou qui ne sortent pas dans la rue, etc. Et qu'en tout cas, et que la partie de construction démocratique et constitutionnelle sera une partie qui sera relativement peu numérique. Mais néanmoins, le fait que ce soit aussi beaucoup plus difficile de ne pas montrer quelque chose, que ce soit, ou de ne pas faire circuler une information, que ce soit le fait que des soldats américains sont livrés bien après Abu Ghraib à de nouvelles atrocités, ou que ce soit, c'était pas le premier, mais c'était le premier visible, l'immolation d'un jeune Tunisien. En termes d'organisation, le fait, cette circulation de l'information-là, elle joue un rôle massif, elle joue un rôle déclencheur, elle joue un rôle organisateur. Effectivement, ça se serait peut-être passé autrement, etc. Je ne suis pas sûr que ce serait passé de manière aussi rapide, de manière aussi avec un effet de contagion aussi puissant. Et moi, il me semble que ces éléments-là, c'est des choses qu'on voit à partir de la Birmanie, même à partir de la Chine, qui montrent bien qu'on peut contrôler plein de choses et qu'en même temps, on est obligé de redonner du jeu en même temps à ces systèmes-là. Il me semble que c'est plus important fondamentalement que Wikileaks, qui en soi fait partie d'un phénomène dans lequel il y a plus d'informations, un phénomène qu'il faut qu'on apprenne à gérer, plutôt que simplement de dire, moi ce que j'entends quand même un petit peu, c'était quand même un peu mieux quand les pouvoirs, les institutions, les médiateurs existants avaient ce monopole. Je terminerai juste aussi, on a parfois aussi raison de se dire que un journaliste, c'est quelqu'un qui est salarié d'une organisation dont le capital, surtout aujourd'hui, est composé d'une certaine manière, qui a un certain nombre d'intérêts, et que tous ces éléments-là ne font pas qu'il est complètement... que ce qu'il a à nous dire n'a aucune valeur, mais justifie aujourd'hui que l'on ait envie de multiplier les sources, les formes d'interprétation et les dialogues, et que qu'on le fasse descendre de son piédestal. C'est pour moi l'une des choses qui est en train de se passer, et c'est pas si négatif que ça. Il y a un mot qui est sorti 2 ou 3 fois et sur lequel il faut insister, c'est le mot apprentissage. Tu viens de dire ça et c'est très important. Nous étions dans un monde homogène, la réduction à l'un, les institutions. On est en train d'apprendre l'hétérogène, le pluriel, le polythéisme. Et ça, c'est essentiel. Qui dit apprentissage dit mort symbolique. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a des épreuves. Et de ce point de vue, nous sommes exactement dans ce moment d'apprentissage de ce qui était stable, unique, à quelque chose qui est pluriel. Là, c'est quelque chose qui, dans le fond, est délicat. Juste un chiffre. On a pu montrer que Wikipédia, que l'Encyclopédia Universalis, avait 30% d'erreurs, fait par des spécialistes, moi j'ai écrit. Dans Wikipédia, il n'y a pas moins, pas plus, il y a 30% d'erreurs. Donc de ce point de vue, on voit bien comment, en quelque sorte, eh bien, il n'y a pas lieu de jeter la pierre sur quelque chose qui vient du bas, qui est de l'ordre de la circulation et du commerce, dans le sens large du terme. Une rapide conclusion, Dominique. Je suis à 100% d'accord sur ce qui a été dit. Le contre-pouvoir que peuvent représenter les citoyens, ou si on généralise,
est inhérent à la démocratie. Ceci dit, le problème, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut avoir pouvoir contre pouvoir sans tentation, sans risque d'anomie et sans bordel, donc sans retour ensuite à l'autorité fascisante. Parce que les êtres humains acceptent le désordre jusqu'à un certain point et après ils disent « putain, filez-nous un bon chef » parce qu'il y en a marre de la discussion. Donc le risque est quand même historiquement dominant. Donc ça fait très peu de temps dans l'histoire de l'humanité qu'on accepte les contre-pouvoirs, ils sont de plus en plus nombreux. Là, on fait semblant de dire que tout ça, c'est vachement bien. J'ai envie de dire, vous comme moi, au bout d'un moment, on accepte jusqu'à une certaine limite la déstabilisation de l'ensemble de nos critères culturels et politiques et idéologiques. Donc je ne sais pas jusqu'où, mais pour l'instant, on est plutôt dans l'enfance des contre-pouvoirs et c'est plutôt bien. Ceci dit, deux phrases à dire. La première, c'est qu'il ne faut quand même pas exagérer. Ce n'est pas par Internet qui n'a même pas 15 ans dans sa généralisation qu'on n'a pas attendu ça pour avoir des contre-pouvoirs, pour avoir des journalistes courageux, pour avoir des militants. Les ONG n'ont pas été créées il y a 10 ans. Amnesty International n'existe pas depuis 10 ans. Autrement dit, il y a de temps en temps une naïveté historique à s'imaginer que tout commence dans le contre-pouvoir démocratique depuis 15 ans et qu'avant, il n'y a rien eu. Il faut quand même avoir une vision un peu du long terme. Quand il y avait de la presse écrite, il y a des gens monstrueusement courageux, de la radio, de la télévision, des militants, dans tous les sens, dans tous les pays du monde, je veux dire. Alors, Internet accélère avec tous les aspects positifs dont on parle et aussi accélère avec tous les aspects négatifs dont on parle. Et la question théorique qui est derrière ça, c'est quand on accélère le contre-pouvoir, la circulation, on peut dire, comme dit Michel Maffesoli, oui, ça accentue l'anarchie. Moi, ça ne me dérange pas. La seule question que je me pose anthropologique, c'est jusqu'où est-ce que les hommes acceptent-ils le désordre? Et à partir de quand, en réaction au désordre, ils veulent absolument de l'ordre? Et la deuxième chose, c'est que ceux qui mettent... c'était l'ordre sans l'État. Oui, j'ai entendu la phrase. Mais tous les anarchistes ont, de ce point de vue-là, une pensée absolument superbe depuis le XVIIIe siècle, et on les a toujours, hélas, complètement massacrés. Et la deuxième chose qui est intéressante, c'est que ce n'est pas parce que nous avons une profusion d'informations avec des contre-pouvoirs de la part des militants, etc., que cependant, ce qui vient du contre-pouvoir est du côté de la vérité. Sur la question des journalistes, c'est typique. Il y a deux solutions pour les journalistes. Pour moi, c'est plus difficile, à mon avis, d'être journaliste aujourd'hui dans un monde saturé d'informations que dans un monde où il y en avait moins. Parce que dans le monde saturé d'informations dans lequel ils sont, indépendamment des pressions qu'il ne faut pas exagérer, ne sont pas tous les matins, parce que la culture critique des médias est quand même plus forte qu'il y a 50 ans. Mais le problème principal, c'est comment est-ce qu'on réagit par une saturation d'informations. Et là, il y a deux solutions pour les journalistes. Soit finalement, ils lâchent, c'est ce qu'ils font depuis 5-10 ans. Ils disent finalement, on est quelques-uns à produire de l'information, mais la vérité vient aussi bien de la toile que d'ailleurs, et par conséquent. Et dans ce relativisme-là, je pense que c'est très grave, parce que produire de l'information, la légitimer, la valider, c'est un choix professionnel. C'est aussi compliqué que d'être médecin, que d'être juriste, que d'être curé, que d'être militaire. Et donc, par conséquent, je ne pense pas qu'on y gagne en démocratie à dévaloriser la fonction de journaliste, ou bien les journalistes sortent du fantasme, et quand je dis fantasme, ce n'est pas péjoratif, de la fascination, plutôt je m'exprime mal, de la fascination qu'il y a sur cette explosion d'informations qu'on a, et disent, écoutez, voilà, on va mettre des critères déontologiques. Par rapport à ce flot d'informations où tout le monde est émetteur-récepteur, l'homme n'est pas meilleur parce qu'il peut dire n'importe quelle saloperie sur Internet. Ce n'est pas Internet qui rend meilleur l'homme. Si l'homme est bon, il est bon sur Internet. Si c'est un pervers, un tordu, un spéculateur, un pédophile, il sera pervers, pédophile, spéculateur sur Internet. Donc il va bien falloir foutre des règles. Et les règles, ce n'est pas ce qui va permettre de réduire la liberté d'Internet, ce qui va au contraire permettre de la garantir. Et donc si on reste dans le plan de l'information, et on pourrait faire la même chose sur le capitalisme financier, vous n'avez qu'à voir comment il n'arrive pas, notre comment il s'appelle, président, là, à mettre un minimum d'ordre pour le G20, dans la spéculation financière mondiale, mais c'est grave, c'est plus grave que l'information. Il n'y arrive pas. La spéculation mondiale est repartie à toute vitesse. Vous avez vu que les profits du CAC 40 vont très bien et de l'ensemble du capitalisme financier et qu'on n'a rien régulé. Donc ça va recommencer une autre bulle spéculative. Donc par conséquent, restons sur l'information pour ne pas toucher la finance et la spéculation. Si jamais les journalistes sont capables, au titre de leurs compétences, qui n'empêchent pas d'être critiqués, de dire, ben voilà quel type de critères on met pour valider des informations qui sont produites et qui circulent, là on y gagne parce qu'il y a un élargissement de la production d'informations, il y a une contestation du pouvoir des journalistes, et il y a néanmoins une validation. Ce que je veux dire dans la défense que je fais des professions, ce n'est pas un corporatisme étroit, soutien du capitalisme je cherche une formule pour la Sainte Église romaine catholique, je ne sais pas quoi, c'est que je sais simplement que la conquête de la démocratie, c'est aussi d'accepter que ce sont des connaissances accumulées et légitimées, on peut les critiquer. Mais il y a quelque chose de démagogique à s'imaginer que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe comment. On peut le dire en politique, c'est le génie de la politique. Le suffrage universel, c'est un truc extraordinaire, mais c'est à peu près le seul secteur où nous sommes égaux. Dans les autres, il y a des batailles pour réduire les Bastilles, mais on ne peut pas simultanément être général, être capitaliste, être curé, être artiste, etc., être journaliste, voilà. Et je dis, attention, ne confondons pas la capacité technique qui permet de produire, distribuer, d'avoir des interactivités beaucoup plus fortes d'informations, avec le fait que ça suffirait
à faire bâtir une autre société. C'est ça ce que j'appelle l'idéologie technique. Et pour finir d'un mot, parce que le marxisme a quand même des... Vous savez, dans la théorie marxiste, on parlait beaucoup de l'aliénation de la classe ouvrière. On n'a jamais vu l'aliénation de la classe ouvrière. On a vu en fait la domination, c'est pas pareil. Et moi, ce qui me frappe sur ces nouvelles technologies, c'est que très souvent, je dis pas là autour de la table, il n'y a pas d'esprit critique. On a l'impression que si on critique, on est du côté qu'on appelle ça, du côté du passé, des conservateurs et compagnie. Il y a dans ces nouvelles technologies, ce qui pour moi le plus important, ça réveille des utopies. Alors qu'elles soient globales ou partielles, comme dit Michel, on s'en fiche. L'important, c'est que ça réveille des utopies critiques. Et que ça, à l'occasion de ça, on veut changer le monde. Mais attention, le plus important, ce sont les utopies, ce n'est pas les outils. Ce n'est pas Internet qui fait Amnesty International, c'est l'artisanat d'Amnesty International qui, depuis 50 ans, fait qu'on s'occupe de 2-3 personnes dans le monde, ce qui est le génie du concept politique d'Amnesty, et qui fait que progressivement, on agit individuellement. Et si Internet peut aider, comme peut aider autrefois, comme il s'appelle, le pigeon voyageur, ou le télégraphe, très bien. Mais l'enjeu principal, ce n'est pas Internet qui fait des militants. Hein, il accélère, mais il ne crée pas. Et les militants ont existé bien avant Internet. Et la pire des choses serait, ça, franchement, que cette technique est extraordinaire, l'ensemble du dispositif technique pour aller vite, fasse que toute une génération entre 15 et 35 ans dans le monde qui est derrière en pensant qu'avec ça on va changer le monde, se réalise à 45 ans parce que tout le monde vieillit. Les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain. Que tout le monde s'aperçoive dans 20 ans que merde, ça n'a pas changé le monde et que ça fasse une génération de plus désillusionnée. Voilà. Donc il faut arriver à contextualiser. Comment ? Tu fais pas... Non, mais il est tellement arrogant dans sa stature de professeur d'université. Allez, basta. Le prof qui est au sommet de la hiérarchie qui vous dit qu'il faut de l'anarchie, ça, je dois dire que... Mais j'ai dit avec le Nord. Ouais. Moi, je trouve que nous n'avons pas le droit, en tant que responsable académique, de dire, quand on est au sommet de la hiérarchie académique, mes enfants, il n'y a rien de tel que foutez le bordel. Ben oui, quand même. J'ai précisé ce que c'était que l'anarchie, c'était de l'ordonnancement. Et c'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. Alors, on va justement rebondir sur l'ordre sans État. On va rebondir sur l'ordre sans État. Avec quelque chose qui part de la question de Marion, qui est en quelque sorte la privatisation du lien social et la bascule qui est en train d'être opérée entre le lien social organisé par des instances publiques, comme l'État, et le lien social organisé par des organisations privées comme Facebook ou d'autres. Daniel, à ce sujet-là. Oui, c'était une question qui m'avait un peu interpellé parce que j'avais commencé par me dire « Ah bon, parce que l'État crée du lien social oui. Ah oui, arrête. Non. Tous les États du monde créent du lien social. Il y a des institutions, tu nais, tu as des carnets, tu es citoyen d'un pays, c'est du lien social. Tu as des institutions, tu as l'école, tu as les hôpitaux, enfin, il ne faut pas exagérer. On n'est pas dans des dictatures qui tuent les gens quand ils meurent. On peut finir. L'État crée du lien social depuis toujours. Bon. Il y a des lois auxquelles tu obéis, tu ne franchis pas les feux rouges, sauf au Caire. Tu vois, la difficulté dans cette... mais c'est important pour nous parce que c'est une difficulté non, c'est-à-dire que c'est très difficile sur les sujets numériques de sortir du pour-contre, et celui qui contre, qui a besoin de se peser en posture contre, dit on ne peut pas être négatif, et à l'inverse, du coup, celui qui a besoin d'être en posture pour dit... c'est pas possible, tous les autres postures négatives. Ça n'a aucun intérêt, ça ne permet pas d'essayer de développer la moindre pensée pendant plus de 30 secondes, donc c'est à vous de voir. Mais quand je dis que j'avais envie de qualifier ce que j'entendais par lien social, quand je dis est-ce que l'État crée du lien social, pour moi, il crée énormément de choses importantes. Il crée des solidarités, il crée des représentations communes, il crée des règles, il crée de l'espace public, oui. Ce que j'entendais, en tout cas, par cette expression de lien social, en tout cas quand on va le mettre en face de Facebook, c'est du lien entre les gens. C'est du petit lien. Et ça, pour moi, ce n'est pas le rôle de l'État. Le rôle de l'État, c'est précisément de passer à une échelle de l'État, d'institutions, etc. C'est de passer à une autre échelle. Ce rôle est indispensable et ce rôle, en effet, il est joué. Donc, ce n'était pas un message en disant « Ah oui, l'État, est-ce qu'il sert encore à quelque chose ?» D'accord ? Donc, est-ce qu'il y a, de ce point de vue-là, des choses qui sont en train de changer ? Donc, à nouveau, pas tellement sur le petit lien, parce que je pense que ce n'était pas le rôle des instances publiques.
En revanche, il y a effectivement un certain nombre de phénomènes alors qu'il ne faut pas juste assimiler à la privatisation. C'est là que le sujet est complexe. Si on dit juste l'espace public se déplace d'abord en partie dans le web, qui reste un espace accessible, relativement ouvert, puis ensuite dans Facebook, qui est une plateforme privée, organisée, dans laquelle l'échange, la visibilité, la transaction, etc., est organisée en fonction de la logique d'un petit groupe de quelques milliers de concepteurs qui font leur boulot d'entreprise. Effectivement, là, cette question peut commencer à se poser, c'est est-ce que c'est là que se forme l'opinion, les représentations, les règles, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet endroit-là. On n'est pas seulement dans une opposition entre quelque chose qui serait créé par l'État, institution publique à ce niveau-là, et quelque chose qui serait des espaces de liens, de représentation, de solidarité qui seraient créés par Facebook. Il y a énormément d'espaces collectifs, de co-construction. Il y a tout un mouvement et tout un travail extrêmement riche, encore en gestation, autour de ce que serait, à l'aide de l'Internet, l'extension de ce qu'on appelle les communs, du côté de connaissances, du côté d'œuvres, du côté de production, d'outils, de produits, de logiciels, de plans, de savoir-faire. C'est ça aujourd'hui qui me paraît être important et en jeu. Alors nous, on travaille par exemple, juste pour donner un exemple, parce que moi j'ai souvent besoin de me raccrocher à des choses qu'on est en train de faire concrètement. On travaille sur un sujet qui est à la fois simple et extrêmement compliqué, et qui est, enfin, où on rencontre cette question-là en permanence, qui est l'ouverture et la réutilisation des données publiques. Les données publiques, c'est quoi? C'est l'ensemble des informations sur lesquelles que produisent, manipulent en permanence les acteurs publics dans le cadre de leur activité de service public, de réglementation, etc. Donc ça va être des textes, ça va être des adresses, ça va être des indices, des statistiques, des cartes, voilà. Tout ce dont on a besoin pour produire de la décision, produire du service au public, produire des règles, les faire respecter, etc. Depuis 78, de grandes lois, la loi informatique et liberté, puis une autre loi qui est une loi sur l'accès aux documents administratifs qui dit, dans un certain nombre de conditions, vous pouvez obtenir n'importe quel document administratif, sauf évidemment s'il est couvert par le secret défense ou s'il concerne une personne qui n'est pas vous. Et puis, depuis le début des années 2000, on se dit, non, en fait, il ne faut pas seulement que ce soit comme ça, qu'on puisse accéder de manière difficile, régulée, avec toute une série de commissions, etc. Il faut que ces informations puissent être réutilisées par d'autres pour qu'ils en fassent d'autres choses, qu'ils fassent émerger sur cette base-là d'autres connaissances, d'autres services, etc. Ça part d'un principe, ou d'une idée, en tout cas, qui est qu'en effet, il n'y a plus, il y a de moins en moins monopole même de l'espace de discussion, et de leur représentation et de production et de fourniture de toute une série de services au public de la part de ces acteurs publics. Et du coup, la question qui se pose à partir de là, c'est jusqu'où ça nous mène, jusqu'où ça va, et c'est là-dessus qu'on est quelques-uns à essayer de construire et de travailler, c'est-à-dire est-ce que l'aboutissement de ça, c'est l'éviction de l'acteur public qui finit par ne plus avoir légitimité à être producteur de ces informations, de ces services, etc. Auquel cas, l'ouverture et la libération des données publiques aboutirait probablement à épuiser le stock des données partagées, puisque chacune d'entre elles, au fur et à mesure, deviendrait privée. Ou bien est-ce qu'on est à chercher une posture un peu différente des institutions, en particulier du fameux État, vis-à-vis de la société et de ces espaces commerciaux et sociaux qui sont en train d'émerger, une posture dans laquelle son rôle, c'est à la fois de proposer des interprétations, c'est à la fois d'organiser les solidarités là où les marchés, les initiatives spontanées n'iraient pas, et de rendre possible, faciliter des initiatives collectives, petites, grandes, moyennes, commerciales, pas commerciales, mais d'être là pour rendre des choses possibles de la part des individus et de la société. Et ce n'est pas aujourd'hui dans la culture politique telle qu'elle est que de le faire tant que ça. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à chercher là-dessus, et j'ai terminé parce que je sais qu'on est au bout de notre temps.
Alors, un challenge pour terminer cette conférence, Dominique, le transfert entre public et privé dans le rôle de constitution du lien social? Qu'on étend le lien privé par la liberté individuelle, par la création de communautés qui n'ont pas le sens forcément négatif dont on parle souvent, parce qu'il peut y avoir des communautés d'adhésion, de choix idéologiques, oui. Jusqu'où est-ce qu'on privatise et à partir de quand est-ce qu'on garantit l'intérêt général? Ça, c'est une vraie question politique. Et je vais vous dire, la différence entre l'Europe et les États-Unis est très simple. Dans la culture américaine, cette frontière n'est pas sacrée entre le privé et le public. En tout cas, pas sur la constitution de l'identité, qui est la question dont on n'a pas parlé, non pas parce qu'il ne voulait pas, faute de temps, Daniel, mais nous avons des traditions politiques qui sont radicalement différentes. Nous croyons qu'il y a un État, qu'il y a un intérêt général, qu'il y a une notion d'une différence entre le privé et le public, qui se joue notamment sur la vie privée. Nous avons une conception substantielle de l'identité qui n'est pas liée à des identités qui se succèdent comme en Amérique du Nord. Et donc la bataille politique pour demain sera, est-ce que ces systèmes d'information permettent simplement d'élargir la sphère privée, de discuter de tout, et ça c'est très bien, mais on reste dans une logique qui est garantie par l'État, quelles que soient les qualités et les défauts des États, qui est de garantir qu'en définitive les fichiers ne seront pas communiqués, qu'on ne fera pas du commerce sur tout, sur l'identité jusqu'au gène, pour aller vite si on va sur les enjeux de nanotechnologie considérant sur la santé, ou bien est-ce qu'on dira qu'en définitive, on n'a pas le droit, au titre de la liberté de l'information, de garantir des monopoles qui n'ont plus de raison d'être, et à ce moment-là, tout pour être mis à plat et tout pour être privatisé, c'est-à-dire financiarisé. Et ça, c'est une bataille politique. Et pour l'instant, l'Europe a évidemment une position largement en avance par toutes les traditions que nous avons entre nous, qui sont quand même l'État, l'intérêt général, tout n'est pas commercial, ni des gènes, ni à l'identité, face à une vision américaine du monde qui est complètement différente parce que les cultures ne sont pas les mêmes, qui dit oui, ok, pour eux, c'est sacré l'article 1 de la Constitution, ça c'est sacré, alors que pour nous, ce n'est pas sacré en Europe. Et par contre, les frontières entre privé et public ne sont pas sacrées chez eux, alors qu'ils sont sacrés chez nous. Et naturellement, ce sont des marchés gigantesques. Voilà. Donc, il y a le choix. Personnellement, en tant qu'Européen, je pense que ce sont des questions politiques. Et comme toujours, c'est la technique qui déstabilise un enjeu politique, comme toujours. La politique, c'est un arbitrage entre des positions contradictoires. Là, on a mis des siècles à défendre l'intérêt général, le service public, l'identité, l'État. Enfin, même s'il y a des grabuges, c'est quand même des acquis qui sont pluralistes et démocratiques. Dans un autre cas, vous avez une vision qui dit, écoutez, dans un monde ouvert où tout circule, il n'y a plus matière à garantir comme ça des frontières. Faisons des marchés libres de tout. Et c'est un choix absolument antinomique. Donc, c'est des choix culturels. Et c'est en ça, d'ailleurs, qu'on revient... ce qui est intéressant dans la révolution technique des systèmes d'information, c'est qu'elle va permettre de reposer toutes les questions politiques. Et on verra bien, mais nous, les Européens, sur ces questions-là, nous sommes aux antithèses, aux antipodes, je vais y arriver. Je me dépêche parce qu'il m'a dit qu'il fallait tout couper, donc je coupe. Voilà, mais c'est... En gros, alors moi je finis d'un mot, je dis oui, je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, aucun système technique n'a changé l'homme. Aucun. Il a même en général plutôt accentué la rationalisation dont parlait Maffesoli tout à l'heure. S'il y a une émancipation par la technique, c'est parce que la politique a intégré la technique dans un projet qui lui est propre. Et pour l'instant, la tragédie d'Internet, c'est que c'est la technique, au sens large du terme, qui est en avance sur le projet politique. Et ce que je condamne depuis des années, c'est de confondre la performance technique avec un projet politique. S'il y a un jour un projet politique qui intègre le rôle d'Internet, comme il y a eu un projet politique qui a intégré le rôle de la télévision, de la radio ou le rôle de la presse écrite il y a 150 ans, c'est gagné. Si jamais il n'y a pas de pensée politique qui est capable d'encadrer Internet, c'est Internet qui va devenir une idéologie politique, Internet au sens large, et à ce moment-là, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer, parce qu'une technique n'a jamais ni changé l'homme, ni jamais changé la société. Voilà. J'ai été court. Hein. Je vous remercie. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des projets politiques qui intègrent Internet, qui sont pas évidents à saisir, il faut bien en convenir. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va être obligé d'arrêter ce débat-là, faute de temps. Je vous remercie tous et à une prochaine fois.